on a un panel super intéressant avec des entreprises aussi de nature différente. Vous en connaissez sûrement certaines d'entre elles. À l'approche des fêtes, je regarde ça, puis il y a tous des cadeaux intéressants à acheter dans chacune de ces entreprises-là. Donc, je vais demander aux panélistes, s'il vous plaît, d'ouvrir leur caméra. On veut vous voir. Hein, comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc, on veut vous voir. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est peut-être de laisser chacun des panélistes juste se présenter brièvement. Je suis certain que vous les connaissez, la plupart d'entre eux. Vous connaissez à tout le moins leurs entreprises. Puis après ça, je vais y aller avec mes premières questions sur la reconnaissance. Puis après, on y va dans un échange assez informel. Puis moi, je relance avec des questions, mais vous n'êtes pas là pour m'entendre moi. Vous êtes là pour entendre ces gens-là. Donc, je commence avec l'ordre dans lequel vous apparaissez dans mon écran. Il n'y a pas de favoritisme. Nicolas Duvernois. Bonjour, Nicolas. Salut, bonjour tout le monde. Écoutez, je me présente encore, Nicolas Duvernois. Je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Duvernois. Donc, on est producteur de spiritueux derrière Pure Vodka, Romeo Gin et on a à peu près une douzaine de produits. Et ça fait à peu près, ça fait 10 ans. En 2010, on a vendu notre première bouteille et on se réveille aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec une année qui était remplie de festivités pour nous. Donc, on a gardé ça pour nous. Aujourd'hui, on se réveille et on est le plus grand producteur indépendant au Canada. Le troisième en Amérique du Nord sur à peu près 2500 producteurs. Donc, on a connu une folle croissance et une folle année aussi. Donc, bien hâte de pouvoir échanger toutes ces belles et moins belles nouvelles qu'on a eues cette année, mais surtout comment on fait pour pouvoir se réinventer, entre guillemets. Oui, puis vous l'avez fait, vous, avec on l'a vu pas mal. OK, bien merci, Nicolas. Je vais avec Émilie Pelletier. Oui, bonjour. Émilie Pelletier, donc je suis responsable des ressources humaines pour Decathlon Canada. Decathlon, c'est une entreprise française de magasins de sport. Je mets en contexte parce que certains pensent encore que Decathlon, c'est le sport, mais nous, c'est vraiment les magasins de sport. Donc, dans nos magasins, on a en moyenne 65 sports qui sont représentés chez nous, en passant par la chasse, la pêche, le billard ou même la natation. Donc, c'est vraiment les extrêmes. On maîtrise la chaîne de valeur de nos produits, donc on les crée, on les conçoit, on les teste, on les produit. C'est ce qui nous permet d'offrir des produits finalement qui vont être de bonne qualité et moins chers que chez les compétiteurs. Donc, on ne vend pas de marques qu'on peut connaître comme du Adidas et du Reebok, par exemple, pour les nommer. On a vraiment nos marques maison chez nous. Decathlon Canada s'est établi en 2018, premier magasin à Brossard. On en a maintenant 7 d'ouverts, donc 7 magasins dans 3 provinces différentes. Donc, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l'Ontario, ça représente 500 employés et on planifie 2 heures d'ouverture de magasins dans les prochaines semaines, dont un à Halifax et un qui est à Laval. Je profite de la tribune. On a un magasin qui ouvre à Laval. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Mais attendez la fin de la conférence quand même. Là. Il faut que... Toutes les opportunités sont bonnes, Jean-François. Moi, je sais que c'est peut-être la pire chose à dire ou la meilleure, je ne sais pas. Mais pour moi, vous me faites vraiment penser à ce que IKEA a réussi, mais dans un autre monde. C'est-à-dire que chez IKEA, ils ont leurs produits. Et les gens disent c'est exactement ça que je veux, par exemple. Bon, pour être beaucoup en Europe, Decathlon, là-bas, c'est très reconnu, notamment pour ses modèles de gestion qui sont innovateurs. Fait qu'on verra si ça a réussi à traverser de ce côté-ci. Oui, effectivement, on est souvent comparé au IKEA du sport. OK, bon, c'est correct. J'ai rien dit de grave dans ce cas-là. Et on est vraiment dans des produits le fun hein, pour l'instant. Bon, Decathlon, moi, je suis vendu, je suis un sportif. La vodka, là, on va en avoir besoin, ça, c'est certain. Et là, on rentre dans des produits, la maison, la vente. Donc, Caroline, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Oui, donc Caroline des Hôtels, qui est pour la Maison Lavande. Donc, je suis VP Opération à la maison depuis, ça fait déjà 8 ans, mon parcours à la Maison Lavande. Ça me fait tout drôle de devoir me présenter devant M. Berthollet parce qu'il m'a enseigné quand j'ai fait mon bac en administration des affaires au HEC il y a déjà, ça fait déjà 9 ans. Donc, ça me fait tout drôle de devoir me présenter à vous. Mais merci pour la conférence, c'était super intéressant. Donc, si je reviens à Maison Lavande, qu'est-ce que Maison Lavande? Maison Lavande, c'est une PME familiale. On est dans la culture de la lavande, donc on a nos champs de lavande à Saint-Eustache et on en fait la production de beaux produits, autant de soins de corps que de produits pour la maison. Donc, on est parfumerie, on a des boutiques en centre commerciaux, on a 4 boutiques pour l'instant et la boutique en ligne aussi. On est un peu comme dans la même vague que mes collègues ici, dans une belle vague de achat local, d'expansion d'entreprise. On a fait l'acquisition d'un laboratoire tout dernièrement dans l'année aussi. Donc, c'est une belle année en expansion, en pleine COVID, mais super intéressante.
Merci. Puis je confirme, Caroline, tu as une forte loyauté envers la Maison Lavande parce que ton travail de session d'il y a 9 ans était sur la Maison Lavande. Fait que je vais le partager à l'écran là, pour nos participants. Non, s'il vous plaît, parle-moi. Non, mais évidemment, je me souvenais de ce travail de session-là. Puis quand j'ai recroisé Caroline en préparation, elle est encore là. Donc, ils ont réussi. En tout cas, on va voir si la reconnaissance prédit la loyauté. On le sait, là, mais ça a fonctionné, du moins dans ton cas personnel. Merci à vous autres d'être là. On a eu tantôt 2 conférences, dont une de moi, dont une de Sophie Brochu. Fait que vous allez peut-être, vous, nous dire, nous, vous êtes dans votre monde, on pense exactement l'inverse, ce serait correct. L'idée, c'est de vous entendre un peu, chacun d'entre vous, puis après, on va y aller en panel de discussion, tout le monde. Je vais vraiment vous laisser la parole à chacun d'entre vous sur votre vision de la reconnaissance. Si vous aviez des conseils à donner à nos gens ou ce que vous avez retenu, votre vision des choses. Je pense qu'on a présenté tout à l'heure des visions, on avait quand même une opinion tranchée sur la reconnaissance. Donc, je vais reprendre la balle dans le sens inverse. Donc, je recommence avec toi, Caroline, vu que tu viens de nous parler. Selon toi, la reconnaissance, qu'est-ce qu'on devrait retenir, les gens qui nous écoutent? Bien, c'est sûr que c'est pas moi qui va réinventer la roue de la reconnaissance aujourd'hui, mais je vais essayer de vous guider un peu sur des choses qu'on fait à la maison qui fonctionnent bien. Donc, c'est sûr que pour moi, là, c'est très, très, très impliqué de la direction à l'employé plancher. Là, ça vient vraiment de part en haut, de part en bas, de tous les côtés. C'est vraiment pas unidirectionnel. C'est vraiment dans tous les sens que ça fonctionne. La reconnaissance, pour moi, c'est de donner la chance de briller dans l'entreprise, de donner la chance de pouvoir grandir. Là, je suis la première. J'ai commencé à faire des documents de ressources humaines dans votre cours. J'étais dans la parfumerie les fins de semaine en train de monter mon poste, puis je suis rendue VP opération. Fait que ça paye d'être reconnaissant envers ses employés, en effet. Je dis toujours, j'aime toujours dire un peu à la blague dans notre équipe qu'on engage des gens qui aiment le monde, engager des gens qui aiment les gens. C'est pas un bout de papier qui est important pour nous, c'est vraiment la reconnaissance de l'être humain. Il faut vraiment aimer l'humain pour être en affaires, puis il faut aimer l'humain pour être un gestionnaire aussi. J'ai bien aimé tantôt quand Mme Sophie Brochu a nommé qu'il faut s'accorder du temps aux employés. Ça fait tellement partie. Des fois, on se dit que j'ai fait cette semaine, mon temps est parti, ben, tu as fait de la reconnaissance. C'est là que tu t'en rends pas compte. Quand tu n'as pas fait beaucoup de checklists, mais que tu as quand même accompli beaucoup de choses dans ta semaine, c'est la reconnaissance que tu as faite. Ça prend ce temps-là, mais il est tellement utile et payant. C'est là que les employés le remarquent. Donc, on a plusieurs exemples qu'on peut mettre en place. Je ne sais pas si je suis mieux d'attendre un petit peu plus tard dans la conversation, mais on en fait quasiment un marketing RH à la maison. Si vous ne suivez pas nos réseaux sociaux, là, on a Marjo qui est aux réseaux sociaux qui est super bonne pour mettre de l'avant chacun de nos employés. On veut les voir souvent, il n'y a pas juste nos visages à nous en direction qu'on veut voir. Là, les employés planchers, on veut que les clients les voient, qu'ils les remarquent, puis on montre leur quotidien très souvent. Ça fait partie de la reconnaissance de la maison. C'est vrai, il y a beaucoup de sections carrière avec des faux visages, c'est-à-dire c'est tout le temps les mêmes. D'ailleurs, quand tu connais les iStock photos, c'est tout le même gars dans plein de déclinaisons différentes, fait que tu le reconnais à un moment donné. C'est pas un vrai employé. Je me souviens, il y a quelques années, Vidéotron, avec Sugar Sammy, il appelait au service à la clientèle les vrais employés de Vidéotron. Puis ça avait été super intéressant de dire, dans la pub, il y a un vrai employé qui répond à l'appel de Sugar Sammy, mettre les gens de l'avant d'une certaine façon. Rappelons-nous qu'on parle de la reconnaissance, on pourrait avoir la même discussion sur un autre panel, dans un autre comité sectoriel, mais ce qui est particulier dans le commerce de détail, c'est que souvent aussi les gens, il y a la relation directe. Hein? Ça se sent. C'est comme quand vous allez dans un resto et vous dites ici, il y a une ambiance. À l'époque, quand on allait dans les restos, là, il y a une ambiance. Ça ne se copie pas une ambiance. Hein? Donc, ce qui fait qu'il y a une entreprise avec des gens inspirés, mobilisés, qui se sentent reconnus. C'est un avantage concurrentiel que tu ne peux pas copier. Ce n'est pas comme une machine, là, on l'achète. Donc, il y a de l'émotion là-dedans. Ça, c'est clair. Mais merci, Caroline. On reviendra à d'autres suggestions aussi après. Émilie, chez Decathlon, c'est une entreprise qui est, quand je suis en Europe, on sait qu'ils sont reconnus pour l'aspect humain au sens large, notamment parce que là-bas, on est même dans des concepts des fois, puis c'est pas ça, là, mais libérer l'entreprise, écouter nos gens. Donc, ça veut dire quoi? Y a-tu des boss? Explique-nous, vous, la reconnaissance, ça se passe comment? Écoute, j'en aurais pour la journée. Fait que je vais y aller vraiment de façon succincte, mais effectivement, la vision qu'on a de la reconnaissance pour nous, c'est un peu une démonstration d'humanisme. C'est de reconnaître que la personne devant nous, c'est un être humain, finalement, qui a des forces, qui a des faiblesses et qui vit des émotions. Puis je trouve que la situation de la crise actuelle fait ressortir ce besoin-là d'humanité et d'humanisme. C'est-à-dire que nos relations sociales sont plus limitées. Ils sont même prévus, quand on prévoit aller au bureau, c'est une fois par semaine, on rencontre quelques personnes, mais on ne revoit pas autant de monde qu'on le faisait avant. Donc, pour moi, la reconnaissance qu'on essaie de mettre en place vient vraiment combler une partie de ce besoin-là d'humanisme et ça transparaît beaucoup dans notre modèle de gestion. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard.
Et c'est un peu la philosophie qu'on a derrière la reconnaissance, c'est de vraiment remettre l'humain, la personne entière avec ses émotions, ses forces, ses faiblesses au cœur de tout ça. OK. Et là, vous avez des gens, évidemment, en magasin, mais vous avez des bureaux aussi. Parce que tu disais, on ne se voit pas tout le temps. Il sortait des études au début de la crise qui disaient qu'à distance, on est moins sympathique. Comme par exemple, Émilie, si vous lui donnez un 9 sur 10, ben c'est 10,5 sur 10 dans le fond. À quel point on a l'air gentil, c'est moins à distance, on a une taxe à payer. T'sais. Et donc, il faut quand même faire encore plus d'efforts parce que les petits gestes subtils, la poignée de main et tout ça, on ne les a plus. Puis même avec nos clients, quand on est rendu à distance, la relation d'attachement, c'est qu'on est allé dans un magasin, on avait parlé à des gens. Là, si on est rendu tout à distance, il faut comme augmenter notre jeu d'un cran aussi en reconnaissance. Là, Effectivement. Et, merci. Et Nicolas Duvernois, donc, ta vision de la reconnaissance au travail, puis je te vois beaucoup commenter, notamment dans le journal Les Affaires. Tu as une vision qui me semble, en tout cas de ma perspective, assez humaniste de la reconnaissance. Donc, on t'écoute. Mais moi, c'est sûr que ça va commencer par un point qui est extrêmement important en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur de mon entreprise, c'est que je reconnais les talents des autres et je n'ai pas peur d'engager des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées, beaucoup plus intelligentes que moi. Ça, c'est la première reconnaissance ultime. Je le dis tout le temps, si je suis le plus intelligent à table, je suis définitivement assez à mauvaise table. Et donc, reconnaître la valeur de quelqu'un, c'est une base fondamentale dans mon entreprise. Premièrement. Deuxièmement, c'est sûr que au fil des années, on a pris une certaine ampleur qui a fait en sorte qu'on a dû se réinventer et s'adapter à une nouvelle réalité très rapidement et souvent, des fois, même dans la même année. Et donc, on a mis sur place, certes, plusieurs points, en guillemets, classiques. Donc, un bon salaire, des avantages sociaux tels que des assurances. On a aussi fait le choix cet été, en voyant que c'était un peu le bordel, de se faire un horaire d'été. Ça a été super apprécié. C'est-à-dire que les vendredis, vers 11 heures, c'était pas mal fini pour ta semaine. Ensuite, on a vraiment un style de gestion qui est vraiment collaboratif, basé sur, moi je suis un politologue de formation, donc basé plus sur une démocratie qu'une dictature. Okay. C'est sûr et certain que chacun a son mot à dire. Il faut mettre des limites, on a des règles, il y a une manière de travailler de cette manière-là pour pas que ça devienne du communisme, du faux communisme où tout le monde peut vraiment parler, mais finalement non, il y a une décision qui est prise par l'exécutif et point final. On a aussi fait en sorte au fil des années de prendre les idées de l'équipe, littéralement, et de les mettre en action, de les mettre effectifs dans notre gestion. Donc, un exemple parfait, un vice-président qui a eu l'idée de faire le Roméo de la semaine. Donc, nous, on a un gin qui s'appelle Roméo Gin, mais le gin s'appelle Roméo Gin parce que j'avais un labrador chocolat, je déteste dire ça, mais il est décédé, qui s'appelait Roméo. Et donc, le Roméo de la semaine, tous les lundis, qu'on soit en vrai, en Zoom, en Team, en Google Meet ou en tout ce que vous voulez, mais on le donne à un membre de l'équipe et chacun, des fois c'est compliqué là, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes, mais on essaye de se donner le bon coup de la semaine à quelqu'un. Et puis, il y a littéralement quelque chose à gagner chaque fois. Et puis, je vais vous faire rire parce que moi, j'ai tellement de bouteilles d'alcool qui ne sont pas les miennes, mais que tout le monde me donne, que j'achète parce que j'achète tout ce qui existe, que je ne pourrais jamais vivre assez longtemps pour les boire. Donc, tout le monde gagne une bouteille d'alcool d'un compétiteur chaque semaine pour qu'il découvre et puis pour qu'il puisse profiter de son remède de la semaine. Et puis, ça vient avec un petit toutou qui a été fait sur mesure, qui ressemble à Roméo, puis que tu as le droit de garder. Donc, tu as des petits trucs comme ça qui sont super importants pour la reconnaissance. Et depuis le télétravail, ça a été une transition et une adaptation extrêmement complexe. Totalement inconnue pour la grande majorité d'entre nous. Et donc là, finalement, on a rattrapé un peu notre retard parce qu'on ne savait juste pas quoi faire. Et on a développé un catalogue de produits que les personnes peuvent commander et recevoir à la maison. Des chaises, des claviers intelligents, je ne sais pas ce que le monde a besoin pour être confortable aussi d'un côté santé-sécurité, qui est aussi une reconnaissance de l'importance du bien-être physique et mental de notre équipe. Donc, franchement, c'est pas un truc en particulier, mais c'est une tonne de petits détails au quotidien qui font en sorte que nos employés sont extrêmement heureux de ce qu'on peut voir et comprendre. Et on fait des sondages des fois.
Et petite histoire, nous, on n'a jamais de personne. Il y a une seule personne depuis 10 ans qui a démissionné ici et qui a ramené son CV 2 ans plus tard. Que malheureusement, on ne l'a pas pris, pas parce qu'on était fâchés, mais parce que le poste n'était pas disponible. Mais donc, j'en suis extrêmement fier. Wow, mais c'est super intéressant. Je prends quelques notes sur ce qui a été dit. Tu sais, le Romeo Gin, je trouve ça intéressant parce que là, si vous écoutez les gens et vous dites, nous, on va faire le Romeo, mais c'est pas ça, là. Trouvez votre Romeo Gin ou l'équivalent. Tu sais. Il faut que ça fitte Ouais. avec votre culture d'organisation. Puis j'ai vu des entreprises qui avaient un gros toutou, tu sais, comme à la ronde, là, ceux que tu gagnes Ouais. là, pour ta blonde pour Ouais. l'impressionner. Et là, le Ouais. toutou circulait. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand je venais, mettons, dans le bureau de Sophie, puis là, je vois le gros toutou en arrière. Elle dit, comment ça, tu l'as gagné? Pourquoi c'est toi qui l'as maintenant? Puis là, à chaque fois, tu racontes ton histoire, comme quand tu es en béquille, puis tu racontes Ouais. 37 fois la même histoire. Mais là, c'est l'histoire qui fait que tu as gagné un prix. Fait que c'est un peu plus le fun, tu sais. Exact. Puis si je peux me permettre aussi, je crois qu'on sous-estime beaucoup en tout cas, moi je le vois. Mon deuxième livre s'appelle Vive les idées folles. Pourquoi? Parce que j'arrive tous les matins au bureau puis je dis, oh my God, j'ai la meilleure idée du siècle. Et je crois, tous les vendredis, les derniers vendredis de chaque mois, on a une séance de folie qui s'appelle Vive les idées folles. Et c'est là où on peut vraiment, n'importe qui peut dire, ben, tu sais quoi, pourquoi on ne fait pas je sais pas moi, un cocktail avec du café en canette ou n'importe quoi. Et juste le fait de pouvoir avoir un mot à dire sur un futur prochain produit. Puis il y a des produits qui existent sur le marché en ce moment qui sont best-sellers, qui ont été inventés par quelqu'un dans l'entreprise. Mais ça, c'est une ultime reconnaissance. C'est que, tu sais quoi, j'ai pas la totalité des bonnes idées en tête, même que j'ai la minorité. Vous avez la majorité vu qu'on est une équipe. Ben ça, c'est une manière de vraiment souder son équipe. Et puis, je reprends cet exemple-là versus, je donne en tout respect, mais mettons des certificats cadeaux pour tel restaurant à Saint-Hubert, imaginons. Tu sais. Là, c'est plus de la négociation ou de la compensation. Ici, si tu veux nous reconnaître, ben écoute-nous, on a des choses à dire. Tu sais. Puis je pense à des entreprises, une que je nommerai pas, mais il avait implanté les vendredis D. Ça ressemble un peu à ça, mais c'était le concept avec le jeu de mots. Et là, tu pouvais faire l'équivalent d'un TED Talk, c'est-à-dire aller présenter à tous tes collègues dans l'auditorium, voici mon idée. Puis là, ça a amené une discussion après. Fait que même dans les évaluations des gens ou dans tes projets pour l'an prochain, on dit à quelqu'un, tu es allumé, tu es créatif, ben fais-nous-en un là, sur ce projet-là. D'ici le mois de mars, va présenter à tes collègues. Ça amène une effervescence d'idées. C'est de la reconnaissance. Souvent, on imagine la reconnaissance, c'est bravo champion ou t'es mon meilleur, Jean-Paul. Ici, c'est de la vraie reconnaissance. Je reconnais votre expertise, votre talent. Je ne peux pas m'empêcher, comme tu es politologue, ça, on ne savait pas ça. En tout cas, on l'a appris là. De faire deux parallèles. D'un, je trouve que c'est une bonne question que tu as posée. Est-ce que votre entreprise, c'est plus les États-Unis, c'est plus un pays communiste ou c'est plus une social-démocratie? Tu sais? Et donc, le modèle à l'américaine, puis là, je ne vais pas faire de... Mais là, c'est une bonne journée quand même. Mais le modèle à l'américaine, généralement... Moi, c'est mon Super Bowl ce soir. Là. Moi, j'ai des chips, j'ai de la pizza, j'ai tout. Là. Je vais retirer mes propos. J'ai dit à quelqu'un que ce soir, j'ouvrais une bouteille de champagne, mais je pense que dans les circonstances, on va ouvrir d'autres choses. Et tout ça pour dire que le modèle américain, il finit par générer peu de valeur parce qu'il y a trop d'inégalités puis les gens ne se sentent pas considérés dans ce modèle-là. De l'autre côté, le communisme, c'est quoi? C'est tout le monde est égal, peu importe la performance. Ça s'écroule tout le temps aussi parce qu'il y en a qui travaillent plus fort que d'autres. Et ce qu'on voit, le sweet spot, c'est la social-démocratie. C'est celui qui génère le plus de générosité parmi les modèles. Tu sais? Et en d'autres termes, il y a une branche. Oui, mais il y a une branche politologue qui dit qu'une dictature douce, c'est le meilleur moyen de gérer. Mais bref, on ne rentrera pas là-dedans, mais c'est super intéressant de lire là-dessus. Oui, je comprends, mais là, c'est une bonne discussion, ça. Mais il ne faut pas que Donald l'entende parce qu'il va prendre des idées, parce qu'il considère qu'il est très doux, alors. Oui, c'est ça. Autre chose, avant de passer la parole à nos collègues, on parlait justement, puis j'entends l'humilité dans le discours, je n'ai pas toutes les bonnes idées, juste pour faire rire les gens qui nous regardent. Il y avait une étude qui disait la taille de la signature du PDG dans le rapport annuel prédit les chances de faillite dans les 5 prochaines années. Et l'étude disait plus la signature elle est grosse, plus l'entreprise est sur le bord de la faillite. Et pourquoi? Ce n'est pas tant la signature, parce qu'il y en a qui ont des plus grosses mains, c'est une corrélation, mais c'était l'idée que plus le PDG signe gros, c'était un signe de narcissisme. Et le narcissisme prédisait que le PDG disait « c'est mon show ici ». Mettons, Nicolas Duvernois nous dit « moi, là, c'est ma business, puis je suis le king, justement ». Et comme je n'écoute pas les autres, ben, l'entreprise, à long terme, risque de souffrir parce que le PDG fait juste des coups d'éclat pour passer dans les covers de revues The Economist. Ouais. Et donc, vérifiez tous la taille des signatures de vos dirigeants pendant le week-end. Ben, je vous invite à aller voir la taille de la signature de Donald Trump quand il signe ses projets de loi.
Ça Oui. explique tout. Vous ne serez pas déçus de la taille de la signature. Pourtant, il est très earned, fait que ça brise un peu mon étude, là, tu sais. Merci, Nicolas. Je passe la parole à Émilie parce que Nicolas nous présente ça. Et en même temps, on le voit qu'il incarne ça. Mais tu sais, lui, c'est quelqu'un, il gère son entreprise, son empreinte est dessus. Pour toi, Émilie, c'est une méga structure. Fait comment on garde une âme dans une grosse structure? Parce que tu sais, Nicolas, à la limite, lui, il est là, puis il insuffle ça de lui-même. Puis j'imagine que maintenant, c'est devenu une culture. Mais vous, c'est un géant, là, Decathlon. Oui, ben en fait, Decathlon total mondial, c'est 90 000 employés. On est seulement 500 au Canada. Ouais. La reconnaissance, pour nous, c'est comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment de remettre l'humain un peu au cœur de tout ça. Puis la façon dont on a réussi à le faire, c'est de l'intégrer, nous, dans notre modèle de gestion. C'est plus facile à maintenir comme ça en grand groupe, je dirais. Puis la reconnaissance, elle est exprimée par la confiance qu'on porte à nos employés, à nos collaborateurs pour prendre des responsabilités, prendre des décisions. Donc, on leur donne de la place pour faire ça. Je donne un exemple, mais à chaque année, chaque employé peut écrire sa mission. Donc, c'est vraiment lui qui décide, par exemple, de quelles vont être mes priorités de l'année, sur quoi je travaille, comment je fais ça. Fait qu'il prend cette responsabilité-là. On lui fait confiance pour le faire aussi. Puis, on l'accompagne dans tout ça. Fait qu'on a des rencontres mensuelles qu'on a avec lui où on va parler des bons coups. On souligne qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. Est-ce que tu as le bon plan de développement? Est-ce que tu as les bons outils pour pouvoir arriver à avoir du succès dans ta mission? Fait qu'on vient vraiment supporter tout ça pour lui permettre d'avoir le succès qu'il mérite aussi dans tout ça. Et puis, ces rencontres-là, c'est vraiment des rencontres qui permettent d'établir aussi le lien de confiance. Tu sais, je parlais d'humanité, l'humanisme et tout. Fait que quand tu as une belle relation de confiance, quand tu connais bien les gens avec qui tu travailles aussi, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les supporter, de savoir comment les supporter aussi. Donc ça, c'est vraiment apprécié des collaborateurs. Ces rencontres-là mensuelles, c'est génial. Ça marche à 150%, je dirais. On a un autre truc qui fonctionne bien, ça s'appelle les rôles. En fait, chez Decathlon, c'est possible d'avoir un métier, 70% de notre temps, puis d'utiliser un autre 30% pour faire le rôle, le métier ou un projet que je veux. Puis je donne un exemple aussi. J'ai un gérant dans le magasin de Boisbriand qui travaille 30% de son temps dans notre équipe à nous, RH. Et Emiliano, pour ne pas le nommer, c'est génial, c'est du bonbon parce que lui nous permet de rester groundé finalement aux opérations. Il nous apporte tout ce input-là. Puis de l'autre côté, nous, on lui permet de faire une montée en compétences aussi en ressources humaines. Fait que c'est un peu du donnant-donnant, du développement. On fait confiance, on responsabilise. Fait que c'est vraiment un environnement qui est dynamique où tout le monde partage finalement les responsabilités. Et ça, ça fonctionne vraiment, mais vraiment très, très bien. Puis c'est à tous les niveaux, hein, autant les employés magasins qui travaillent que le vice-président d'un certain sujet qui peut utiliser 30% de son temps pour aller travailler en magasin. Parce que pour lui, son projet, c'est d'être groundé aux opérations, puis d'aller travailler sur le plancher, puis vendre des choses sur le plancher. Fait que le 30% peut être utilisé comme on veut. Fait que c'est là où on partage la responsabilité tout le monde ensemble. Écoute, ça crée un esprit de famille, évidemment, de communauté qui est super fort. Puis ça fonctionne vraiment bien. Ben, on le voit dans beaucoup d'organisations que les gens sur le terrain sentent qu'ils ne sont pas reconnus par le siège social. T'sais. Puis que ce soit à tort ou à raison, mais c'est comme naturel. Il y a une déconnexion. Moi, par exemple, c'est bizarre, mais je le vis indirectement. J'enseigne à l'université, à HEC, à l'Université de Montréal aussi. Fait que mettons, j'enseigne à l'Université de Montréal, c'est une grande structure. Ben, je suis comme l'employé de l'usine. Hein? Il y a plein de gens qui réfléchissent à des modèles, à tout ça. Puis moi, je suis comme l'employé sur le terrain je suis comme Christy, je livre le contenu. Y a-t-il quelqu'un qui a une opinion? Et des fois, il change le titre de mon cours sans m'en parler. Puis là, je dis ça en toute gentillesse, mais là, je comprends la logique de l'employé qui vend le produit puis il dit quand est-ce que le boss va venir sur le terrain, qui voit que ça ne marche pas son affaire. T'sais? Et ça, c'est un manque de reconnaissance souvent. Là. On a une méthode de décision aussi. Nous, on appelle ça l'advice process. Là. C'est qu'on crée un peu des comités où on va chercher de l'input avant de prendre une décision. Là, on embarque dans le renouvellement de l'assurance collective, par exemple, et on se disait, pourquoi est-ce que ce serait les RH qui décideraient du programme? C'est pas nous qui l'utilisons. Allons chercher le feedback, puis allons chercher des gens qui peuvent décider avec nous. C'est qu'on a créé un advice process où on implique les employés pour dire qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce qui vous intéresse, combien vous êtes prêts à payer, comment on voit ça, qu'est-ce qu'on voit. Fait que tout le monde prend part à ces décisions-là aussi de ce côté-là. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une façon de faire qui est assez courante chez nous qu'on appelle l'advice process. Ouais. Parce que quand on parle de reconnaissance, si mettons on se ferme les yeux, on imagine des confettis, des bravos, des primes, des prix, tu sais.
Mais c'est souvent qu'on se met à réfléchir, qu'est-ce qui fait que les gens ne se sentent pas reconnus? C'est rare qu'ils disent, j'ai pas reçu de trophée, j'ai pas reçu de prime, j'ai pas reçu de prix. Ils vont souvent dire, on m'a pas entendu, ils ont implanté des choses sans même nous consulter, ils n'ont pas pris la peine d'eux. Fait que souvent, le sentiment de ne pas être apprécié, c'est dans le quotidien là, que ça se présente. Hein. Je vous partage rapidement là, un exemple, une entreprise que je vais voir qui disent qu'ils ne se sentent pas reconnus. Et quand je parle au syndicat, ils me disent le syndicat, il n'est pas parlable. Mais pourtant, quand je parle au syndicat, ils disent nous, on est frustrés parce qu'on pourrait tellement être une usine plus efficace si on nous écoutait. C'est leur plus grande frustration. Puis ils disent ça, on ne peut pas négocier le respect, l'écoute. Fait que oui, on négocie des salaires et des conditions, c'est normal. Mais ça ne se négocie pas l'écoute du personnel. Mais la plus grande frustration, c'est de ne pas être entendu. On sent que notre expertise, on a 1000 ans d'expérience quand on compte notre expérience, tout le monde ensemble, puis ils ne nous écoutent pas, ils implantent des choses sans nous écouter. Fait que Decathlon, c'est un modèle qui est comme une gouvernance reconnaissante d'une certaine façon. Oui, bien, ça revient un peu à ce que Nicolas disait tantôt. On peut être assis à la table, mais c'est peut-être pas nous qui a la meilleure idée aussi. On est tout à fait conscient que c'est le collectif, finalement, qui fait la force là-dedans. C'est ce qu'on essaie de maintenir malgré l'entreprise, je trouve, qui grandit rapidement. Mais on essaie de maintenir ça parce que ça fonctionne très, très bien. Ouais. OK. Bien, merci beaucoup. Caroline, je viens à toi maintenant. J'allais justement dire que je trouve ça super intéressant que Decathlon, par sa grosseur, est capable de maintenir ce lien-là de proximité avec les employés parce qu'on est comme là-dedans, même si on est une petite entreprise entre 60 et 100 employés dans l'année. Ça me fascine vraiment parce que je vais le dire en anglais, mais c'est notre struggle présentement parce qu'on est tellement en développement, on est tellement sur les idées en avant qu'on veut absolument être encore planché. Nous, ici, on a un calendrier qu'on appelle de visite en boutique, là, puis on se bat pour qui s'en va à Chicoutimi puis qui s'en va à Laval voir les filles sur le plancher. C'est super important. Pour nous, être reconnaissant, c'est être proche des employés. Ici, Nancy, qui est la propriétaire de l'entreprise, fait du plancher. Ça se peut qu'elle vous ait vendu, conseillé des produits, est tout le temps ici, plancher, est à un conseil près. Mais c'est tellement grâce à ça qu'on a écouté nos employés, qu'on a écouté nos clients, puis que je ne peux pas vous dire le nombre de produits qui n'auraient pas vu le jour si ce n'était pas d'eux. On a exemple, on a travaillé sur un développement de produits là, qui viennent de sortir, de crèmes de soins visage pour peau sensible. Je veux dire, dans le bureau, on n'est aucune fille qui a la peau sensible. Fait qu'on était zéro compétente pour pouvoir faire ce produit-là. Là. Donc, on a ciblé des employés qui étaient vraiment avec la peau sensible, qu'on a entendu parler de ça parce qu'on est proche de eux, puis on leur a donné tous les échantillons, tous les tests, puis ça s'est fait sur un an, puis ça a tellement été pertinent d'avoir leurs commentaires. Donc, tous nos produits sont vraiment faits comme ça. Fait que quand les filles le sortent en tablette, la reconnaissance, c'est pas de la reconnaissance que nous, on leur a faite, mais ça vient par eux-mêmes. Ils sont tellement reconnaissants parce qu'ils sont comme j'ai participé vraiment au processus de création de ce produit-là. Et je te rassure, Caroline, si c'est dans votre culture, votre philosophie, peu importe la grandeur de l'entreprise, vous allez garder cet ADN-là, ça fait partie de vous, c'est sûr. Je trouvais ça fun parce que c'était super comme clair puis des beaux programmes. Je trouve que ça me donne plein d'idées. Même moi, on dirait que je suis en conférence puis j'apprends vraiment plein de choses aussi. C'est super. Écoute, je pense qu'il faut peut-être amener une certaine structure pour pouvoir le maintenir en place, mais il y a toujours cette volonté-là de travailler collectivement pour amener justement plus loin tout ça. Ouais. Ben, tu sais, en grandissant, c'est un défi. Tu disais un struggle, Caroline. Imaginez que vous êtes rendu 5000, là. Mais là, l'enjeu, c'est que il y a des gens qui n'ont jamais vu le boss, à la limite. Je pense que... La majorité. Ben c'est ça, là, comme dans ton cas, Nicolas, c'est parce que même si on ne te voit pas, on te voit pareil, tu es dans les médias. Fait que les gens, ils te voient à la limite en débutant la radio. C'est lui le boss. Mais reste qu'imaginons que tu étais rendu un empire et tout ça. Il y a un risque à un moment donné que ton charisme, entre guillemets, fasse plus effet là, parce que les gens, ils ne te connaissent pas. Puis là, à un moment donné, il y a un décalage qui peut s'installer. Je ne sais pas comment est-ce que tu le réfléchis, ça, pour le futur? Là, ouais? Absolument. Et puis, je vais vous dire franchement, on se pose souvent la question, tu sais, Nicolas, c'est sûr que ce n'est pas notre seul marché, là, le Québec. On est sur 3 continents, autant en Asie, en Europe qu'ici. Mais, tu sais, des fois, moi-même, je trouve que on essaie de parler de nos produits, puis ça revient toujours à mon histoire. Et puis, ben, je suis reconnaissant. Et puis, les personnes ont adopté l'histoire et puis se reconnaissent ou sont fiers, peu importe ce qu'elles ressentent avec cette histoire-là. Mais des fois, je suis comme, non, mais c'est même pas mon idée, ce produit-là. C'est comme Stéphane qui a eu l'idée. C'est comme, ça revient toujours à quelque chose aussi. Donc, je crois que en tant que gestionnaire, que tu sois propriétaire ou pas, c'est vraiment ta responsabilité. Et puis, si tu es un gestionnaire, qu'il y a des gestionnaires, ta seule responsabilité, un peu comme Decathlon, moi je connais extrêmement bien Decathlon, parce que, bon, je suis moitié-moitié
Français et Québécois, puis Decathlon, ça fait partie de notre vie. Et puis quand ils ont ouvert ici, j'étais très content parce que je sais que c'est une approche totalement différente, malgré l'immensité de l'entreprise, 90 000 employés, on s'entend. Je ne sais même pas s'il y a une entreprise qui a 90 000 employés au Québec, québécois plutôt. C'est hallucinant à quel point, c'est un peu comme dans l'armée, le général, il ne gère pas chaque soldat, mais il y a des lieutenants, il y a des sergents, il y a des capitaines qui font chacun leur rôle. Et puis, c'est cet ADN-là qui doit, entre chaque gestionnaire, passer. Puis ensuite, là, si chaque gestionnaire fait bien son travail, du premier employé qui a vendu le vélo à Victoria cet été au PDG qui doit être en France, j'imagine, le siège social, ils ont le même ADN, même s'ils ne savent même pas qui est qui. À un moment donné aussi, c'est correct là, de ne pas savoir tout le monde. Hein. Nos ministres ou le premier ministre, ils gèrent le Québec sans connaître les 8 millions de Québécois, puis ils essaient son maximum de donner une réelle valeur à ce qu'il fait. Donc, les autres suivent au Québec. Nicolas, quand on voit la crise là, qu'on a eue, c'est un peu des moments de vérité. Et tu sais, les gens, est-ce que je me sens reconnu? C'est pas une chose que tu te demandes à chaque jour, mais il y a des moments où tu fais pas du tout, ou wow. Tu sais, puis je vous amène rapidement des entreprises qui ont fait des licenciements, il y en a plein. Mais il y en a qui ont fait des licenciements Airbnb, puis les gens ont dit j'ai tellement été fier de travailler là, puis je reviendrai de n'importe quand. Puis il y en a d'autres qui ont licencié les gens sur un appel Zoom avec une voix préenregistrée. Un appel Zoom avec un robot, j'en revenais pas. Un robot qui te renvoie. Qui dit « Sorry, we have to let you go ». Puis là, les gens attendaient, puis ils disaient « Faut-tu quitter? Il se passe quoi? » C'est l'équivalent de gagner une croisière à minuit sur ton cellulaire. C'est comme moi. Et donc ça, dans la crise, on le sait dans les études que c'est pas tant la décision en soi, mais la façon dont on le fait. Là, puis les gens, ils voient ça, puis même les décisions difficiles, parfois, elles passent bien quand on le fait de la bonne façon, quand, par exemple, on a exploré toutes nos options. La crise chez vous, ça a eu quel effet? Puis je vais faire un tour de table là-dessus. Caroline, pour vous autres, la crise, est-ce que vous la vivez? Ou, parce que il y a la PCU là, en plus, là, on le sait. Moi, je ne me trouve pas des étudiants pour corriger mes examens s'il y a des gens intéressés dans la salle. On a des assistants, ils appliquent tout pas, ils sont tous sur la PCU. Fait que Caroline, tu pourrais peut-être. Donc, comment vous avez vécu cet aspect-là, PCU, crise? C'est quasiment, on est chanceux de les avoir, là, aux gens. Là. Oui, puis on se répète souvent, puis on se pince. On dit souvent qu'on est chanceux, puis on dirait que avec justement le thème de la conférence et tout, on crée notre chance aussi un peu, là, je vais le dire comme ça. Ouais. Les employés sont reconnaissants, nous, on est reconnaissants envers eux, puis je pense que ça fait en sorte que ça fait comme un petit tissu social qu'on a de la difficulté à séparer. On a été, oui, touchés par la COVID, comme toutes les autres entreprises qui sont dans le commerce du détail présentement. Il y a des boutiques qui ont dû fermer, évidemment, de par leur situation géographique. On a dû faire des licenciements temporaires. On est chanceux, on est tous réouverts. Tout le monde a retrouvé son emploi. La boutique en ligne a progressé à cause du mouvement à l'achat local. On est très chanceux d'être en belle hausse cette année. On a des employés qui arrivent à se... je pense que notre plus grande force à la maison de la vente, c'est de se revirer sur un dizaine. Désolée l'expression très populaire, mais on a toute la capacité de se dire « OK, on le change là. On a encore une grosseur qui fait en sorte que la structure administrative n'est pas trop lourde puis elle nous suit rapidement. » Nos employés ont été incroyables. On a des employés de nos différentes boutiques qui sont venus travailler à la boutique en ligne en disant « Moi, je ne veux pas être sa PCU. Moi, je veux continuer à participer à ce succès-là. » Puis ils sont venus sur la chaîne de production vraiment faire emballer des colis. Puis... Donc, honnêtement, on a été hyper chanceux. On n'a pas eu beaucoup de difficultés avec la PCU, mais j'en remercie chacun de nos équipes. Là. Vraiment, ça n'a pas été une grosse difficulté pour nous, mais je comprends que c'est une difficulté pour d'autres entreprises. Puis le meilleur truc, en fait, c'est comme j'ai l'impression que les dernières 8 années que j'ai travaillé ont été récompensées un peu grâce à ça, en se disant, finalement, je pense qu'on fait bien les choses. Les gens n'ont pas voulu partir parce qu'évidemment, on est comme d'autres. Oui, il faut offrir des bons salaires, mais on reste dans un contexte de commerce au détail. Je pense que les participants le savent. Là, vous êtes en mesure d'offrir ce que vous êtes capable d'offrir par vos marges. Donc, on a vraiment été chanceux, puis on est reconnaissant de notre reconnaissance au final. Il y a une partie, oui, de chance. Tu dis, on crée notre chance. Il y a une partie où tu auras beau faire n'importe quoi, mais toute chose égale, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une masse critique de gens qui veulent rester. Vite comme ça, là, on sait que l'engagement, il y a 2 types, si on résume. Là. Je suis ici parce que j'aime ça, parce que je suis fier. Puis l'autre, je suis ici parce que j'ai trop à perdre à quitter. Mais quand la PCU est arrivée, il y a des gens qui disent « j'ai rien à perdre à quitter », voire au contraire. Fait que s'il n'y avait pas un attachement, c'est là que c'est difficile. Hein, puis on regarde Trump, là, on peut dire il est devenu boss pas en étant très reconnaissant.
Mais c'est pas juste de devenir boss. C'est est-ce que tu réussis à atteindre tes objectifs? Et là, vous remarquerez demain, si ça va pas bien pour lui, il n'y aura plus aucun ami. Hein. Il va se faire détruire la seconde où il va avoir un des états clés qui tombe. C'est ça. Et donc, il y a des gens qui vont dire « je ne l'ai jamais appuyé » et tout le monde va se désolidariser. Donc, le but quand on est leader, c'est pas juste d'avoir le poste, c'est d'avoir une légitimité. Et quand tu as une légitimité, bien, tout le monde sont prêts à te suivre. Puis l'exemple de la PCU en est un bon. Émilie, toi, de ton côté, est-ce que les gens vous ont tous abandonné? Là, ou... En fait, au contraire, je te dirais, c'est sûr qu'on a mis plusieurs choses en place aussi. La chance qu'on a, c'est qu'on avait des vélos, entre autres. Donc, on a mis en place, par exemple, des pré-vélos pour pas que les gens se déplacer en transport en commun. Donc, il y a plein de choses qu'on a fait pour les aider, les supporter et tout ça. Le premier magasin qui a ouvert à la suite de la première vague, ça a été celui de Québec. Donc, ça nous a permis de tester quelques trucs santé, sécurité pour voir comment ça allait et tout ça. Et les magasins de Montréal ne pouvaient pas encore ouvrir. Et pourtant, les gens de nos magasins de Montréal appelaient en disant « Est-ce que je peux revenir? Quand est-ce que je peux revoir la gang? Je veux revenir au travail. » Et tout ça, on leur dit « Calmez-vous. » On ne peut même pas ouvrir les magasins à Montréal. Il fallait presque leur dire d'attendre. Les gens étaient super motivés à pouvoir revenir vers le groupe de travail qu'ils aiment beaucoup. Il y a 3 leviers, je pense, à la motivation. Là-dessus, on mise vraiment beaucoup parce que ça fonctionne bien. C'est l'autonomie. On leur donne de l'autonomie, de la responsabilité et tout ça. La possibilité de progresser, de se développer. Puis l'affiliation, sentir qu'on fait partie d'un groupe. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on mise beaucoup. Et ça fonctionne très bien. Et les gens nous appelaient en pleine pandémie pour dire « Là, je veux revenir travailler. » On dit « Écoute, notre magasin est fermé. Je peux même pas te revenir. Tu peux pas revenir au magasin. » là. Fait qu'il fallait les retenir de revenir au travail. On a eu cette chance-là, comme dirait Caroline. Mais on a été chanceux dans tout ça. Puis le taux de roulement en magasin pour du retail est relativement bas. On tourne autour de 17 %. Quand c'est très, très élevé, on est dans du 20 %. On n'a pas un très gros taux de roulement dans nos magasins. Ça nous aide aussi beaucoup de ce côté-là. Ça transparaît dans tout. Là. Fait que vous avez comme eu une grève inversée, des gens qui manifestent pour rentrer travailler. Avec leur masque, tout ça, dehors avec les pancartes. Tu dis, ils font la grève. Non, ils se plaignent pour rentrer travailler. C'est bon, ça. C'est super intéressant. Je pose la question à Nicolas parce qu'il dirige une boîte. Tu sais, quand tu disais le gestionnaire de gestionnaire, tu sais, je pense que c'est là que, mettons, je vous amène un autre moment de vérité. C'est moi, je suis comme ça, j'y crois. Regardez, là, les gens qu'on a sur le panel, vous dégagez ça. Puis là, à un moment donné, j'embauche quelqu'un qui est une vedette. En d'autres termes, il est très performant, très allumé, très brillant, mais il commence à briser cette culture-là. Fait que, est-ce que vous le vivez, ça? Puis je pose la question à Nicolas, puis comment tu t'assures d'embaucher des gens qui vont maintenir cette philosophie-là? Je crois, sincèrement, puis ça, c'est inconsciemment, je crois j'ai commencé à engager, la première personne ou les 5-6 premières personnes, c'est moi qui les ai engagées, puis ensuite, il y avait toute une équipe maintenant. On a tous le même ADN de carrière éclatée où je suis politologue, je me suis lancé dans l'alcool. Ma directrice marketing, elle a fait pharmacologie. Mon vice-président, mon bras droit, Stéphane, il a fait kinésiologie, puis il a dû arrêter à toute fin de ses études parce qu'il est devenu papa très jeune, à 21 ans. Je crois que vu qu'on est tous des curieux, il y a beaucoup aussi de mélange. Moi, je suis moitié français, mais tu sais, je regarde, il y a comme un melting pot de curieux qui fait en sorte, et de personnes très qualifiées. Tu sais, moi, on reçoit énormément de CV quand on ouvre un poste, et puis surtout que nous, si j'enlève la production, tu sais, au bureau, c'est tous des postes où il faut que tu sois qualifié de par soit des études, soit un CV d'expérience. Et donc, c'est vraiment du monde calé. Et puis, je prends mon temps pour engager. Et puis, je le répète encore, quand ils viennent, l'exemple de ma directrice marketing, elle a travaillé chez L'Oréal, ensuite chez un très grand joueur dans le monde de l'alcool. Et puis après, elle a choisi chez nous. Mais, tu sais, en entrevue, là, on la challengeait. Là. C'était pas comme un petit truc de chaton, là. Puis elle a adoré ça parce qu'elle voyait que, oh my God, il me pousse dans le coin, puis il faut que je sois bonne, puis il faut que je performe. Puis le hasard fait en sorte, puis Émilie va peut-être aimer ça, c'est que j'ai réalisé que c'est beaucoup de sportifs aussi. Beaucoup de personnes qui s'entraînent, beaucoup de personnes qui sont qui font leur chemin, tu sais, qui n'attendent pas qu'il y ait un chemin qui s'ouvre ou qu'il y ait un poste qui se libère, qui vont chercher, qui lèvent la main, qui posent la question, qui prennent leur place. Puis je crois que ça fait en sorte
que tu bâtis une collectivité, un village, et que si tu te sens pas bien là-dedans, tu restes pas longtemps parce que tu t'es comme, ouais, moi, je suis comme un passager. Moi, j'attends ma retraite. Je suis pas fait pour ça, tu sais. Mhm. Donc, je crois que c'est ça. Puis ça me motive énormément. Je trouve ça dommage un peu, ben, beaucoup, énormément, qu'on soit en télétravail parce qu'il y avait une ambiance dans nos bureaux, là. Écoute, j'avais envie de faire des push-ups à 7h30 du matin tellement le monde est en feu, tu sais. Et donc, non, fait que c'est ça, tu sais. Puis nous, cette année, ça a été bizarre parce qu'on a engagé beaucoup. Autant le début de l'année était, ben, le mois de mars, là, le premier mois, on ne savait absolument pas où on s'en allait parce que tous nos marchés fermaient un par un. Le Japon a commencé en janvier, ensuite la France, ben, ensuite l'Europe. Et là, c'est arrivé au Québec et dans le reste du Canada. Puis nous, on ne savait pas si les monopoles d'État allaient rester ouverts, puisqu'on se rappelle qu'au Canada, presque toutes les provinces, c'est des monopoles d'État comme la SAQ ou la LCBO. Donc là, moi, la SAQ ferme, c'est pas un client qui ferme, c'est tous mes clients du Québec qui ferment. Tu sais. Alors là, la restauration a fermé. Là, je commence, merde, OK, 15% qui disparaît. Après, les festivals fermés. Je voyais que l'été, on n'allait pas avoir grand-chose. Fait que là, toute notre catégorie de boissons en canette, on oublie ça. Puis là, j'étais comme, coudonc, c'est le supplice de la goutte. Tous les jours, il y a comme une nouvelle qui me sort qui me tombe sur la tête. Et puis par la suite, il y a eu un éveil collectif sur la priorité de sélectionner des produits locaux avant quoi que ce soit. Les restaurants ont fermé. C'était une catastrophe pour toute l'industrie de la restauration, mais on dirait que le monde s'est mis à commander au restaurant, ils se sont mis à acheter une bouteille de vin ou acheter une bouteille de gin pour se faire leur gin tonic comme s'ils étaient au restaurant. Et donc, on a pu rattraper cette année-là et on s'est lancé aussi dans une nouvelle aventure sanitaire, de produits sanitaires, où là, ça a été juste la guerre atomique depuis 7 ou 8 mois. Donc, ça a été une drôle d'année. Puis engager du monde en Zoom, croyez-moi, là, c'est poche. Je sais même pas s'il y a des jambes, là, la personne, là, ce qui dérange aucunement. Mais tu vois sa face, puis comme son chat qui passe en arrière. T'sais. Mais bref, c'est quelque chose, c'est une année que je m'en rappellerai extrêmement longue. Je crois que tout le monde, mais remplie de défis. Hein. Oui, puis ce que j'entends, c'est la qualité, puis c'est pour ça que c'est difficile d'embaucher à distance. Si vous voulez des gens de qualité, puis quand on est dans le service à la clientèle, ça fait une énorme différence. En pensez quand vous allez même, je reprends les restaurants parce qu'on y va tous, tu dis ici, cette personne-là a quelque chose, ce sourire-là, il y a une énergie qu'on va dire dans la pièce. Bien ça sent, c'est pas sur le CV, cela. Là, et donc, vous me parlez de passionné, bien, ça ressort souvent. Je parlais avec un haut dirigeant de Sidley, que vous connaissez, l'agence de créativité, puis il disait un peu la même chose que Nicolas. Moi, en entrevue, je regardais, y a-t-il quelque chose qui te passionne? Puis là, il disait, si l'employé est passionné par les fourmis puis les sortes de fourmis, bien, c'est pas grave. On sait qu'il est capable de triper sur quelque chose. Ouais. Fait que la curiosité revient beaucoup. Fait que ça donne des idées pour les questions pour les autres. Mais c'est l'avantage, c'est la première chose que je regarde, moi. Un CV tout drette, là, comme je dis souvent, tu sais, que tu as fait tout ce que la règle sociale te demande, ça me fait peur. C'est sûr que comme tu étouffes des chatons la nuit sur YouTube, t'es bizarre, OK? Moi, je veux du monde poqué, mais qui sont passionnés puis curieux. Là, tu crées quelque chose. Mais tu as raison sur la norme sociale, hein, parce que moi, j'enseigne à mes étudiants. J'ai fait une année autour du monde quand j'ai fini l'école. Puis je dis à tous mes étudiants, écoutez pas vos parents, parce que vos parents, ils veulent pas que vous soyez bien, ils veulent que vous soyez correct. Fait qu'ils veulent vous emmener sur le droit chemin. C'est faites d'autres choses, c'est correct. Puis je m'en fais un devoir parce que justement, on va embaucher des gens, pas juste des CV. Parce que d'ailleurs, quand tu quittes un an, tu te fais dire tu auras un trou dans ton CV. Il te reste 40 ans à travailler, jeune étudiant. Tu vas être correct pour le trou. Je fais juste. Après, on a une période de questions. Nicolas nous disait moi, c'est un village. Je trouve ça intéressant. Notre entreprise, c'est un village. Je ne sais pas pour toi, Caroline, est-ce que vous définissez ça comme un village, une famille? C'est comment vous voyez? Souvent, c'est vraiment la famille. Là. En plus, l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Là. Donc, les patrons Daniel Nancy sont ici à tous les jours, travaillent avec leurs 2 filles qui sont ici tous les jours. Donc, on est vraiment famille. Moi, je suis la meilleure amie de Flo, qui est la fille des patrons. Donc, je pense qu'on a comme tout un lien émotif. Puis, on se dit souvent, nous, ça a l'air d'être bien beau piquétaine, là, mais on dit souvent que quand on engage quelqu'un, on est comme, on a une nouvelle sœur à vous présenter. Puis là, je dis au féminin parce que vous ne vous cacherez pas que dans les produits de parfumerie, on engage majoritairement féminin, mais on aime vraiment ça avoir des gars. Mais bref, oui, c'est vraiment le terme de la famille qui tourne, qui revient autant dans l'histoire de l'entreprise, mais autant dans notre quotidien. Là. OK, merci. Puis là, Émilie, la question, c'est
Vous, ça fait un Christi de gros village. Là. Fait que, Un continent, elle. vous définissez comment une communauté, là, ou c'est quoi? Ouais, ben, je qualifierais ça quand même de village dans l'esprit. La chance qu'on a, c'est qu'on a des super projets qui sont rassembleurs. Tu sais, ouvrir un magasin, c'est quand même l'affaire de tous, le succès de tous. Il y a des employés de différents magasins qui vont venir aider à monter tout ça. Fait qu'on vit tellement des émotions fortes ensemble qu'on devient tissé super serré. Puis on se tient vraiment beaucoup ensemble. Ça devient comme une famille finalement aussi. Mais c'est de par le projet, de par les émotions qu'on vit ensemble, puis comment on arrive à faire vivre tout ça. OK. Ben, vous voyez, il y a vraiment des choses en commun dans toutes vos présentations. Je disais tantôt, c'est la mémoire du cœur. Mais je suis certain que tous les gens qui vous écoutent, ils disent hey, j'ai le goût de parler à ces gens-là. Vous générez des réseaux. Il y a la fameuse image de, c'est quoi qu'il disait, le donner au suivant, là, mais c'est ce qu'on voit en réalité. Hein. Vous partez des chaînes, puis ça attire des gens de qualité. Vous avez des aimants, vous avez un pouvoir d'attraction positif. Vous imaginez plutôt que vous avez une forme de mentalité work hard, play hard, puis on ne veut pas savoir ton nom, puis tant que tu nous rapportes de l'argent, là, on parlait tantôt avec Sophie Brochu de reconnaître juste les résultats. Bien, on dit on reconnaît ce qui est important pour nous. Bon, on voit pour vous qu'il y a plein de choses qui ressortent, qui sont importantes pour vous. C'est certain, puis là, je le dis au nom du monde qui écoute, je suis certain qu'ils se disent ça m'a l'air des bonnes personnes. Moi, bon, j'ai un attachement à Caroline, ça veut dire que tu as bien reviré. On voit ça, tu as bien viré à travers toutes ces années-là. Et donc, je veux qu'on laisse le temps aux gens, si vous voulez, poser des questions. Ça peut être des questions, ça peut être des commentaires pour relancer. On a laissé une période pour que vous posiez des questions. Vous avez donc accès, puis je pose la question à Valérie en même temps qui gère l'événement. Je crois que les gens peuvent écrire dans le chat. Donc, posez vos questions. Je vous laisse quelques secondes, voire une minute pour nous lister des questions. Puis je ne pourrai pas poser les questions de tous peut-être, mais au moins pour... parce que nous, on jase entre nous autres. On veut vous entendre. C'est un peu comme finalement, je suis Ron Fournier, puis je prends vos appels, puis je pose la question à mes invités. Okay? Il y a une question, Jean-François, qui a été soulevée, que je peux peut-être répondre en attendant d'en avoir d'autres aussi. Vas-y. Il y a Sarah qui nous disait l'autonomie, la responsabilité en temps de pandémie, en fait, comment ça s'exprime et tout ça. En fait, nous, la façon, c'est que chaque contrainte devient une super opportunité. Fait qu'à chaque fois qu'on avait une contrainte, on essayait de travailler avec les collaborateurs pour trouver des solutions. Puis la solution dans un magasin n'était peut-être pas la même pour un autre magasin. Donc, chacun avait un peu à définir ensemble qu'est-ce qu'il voulait mettre en place. On a eu du click and collect ou le service à l'auto. Ça n'a pas fonctionné de la même façon dans tous les magasins. Ça devenait un projet, finalement, sur lequel le magasin travaillait et sur lequel ils rassemblaient leurs employés pour pouvoir faire grandir tout ça. Fait que même s'il y avait beaucoup de contraintes, on en faisait des projets puis on essayait de passer à travers ensemble en disant « Hey gang, on est tout le monde dans le même bateau ensemble. Comment on y va? » Puis c'est là que le collectif devenait super fort, ça mobilisait tout le monde, puis on essayait d'y aller ensemble. Fait que là aussi, on recréait finalement des événements où on retissait ces liens serrés-là pour dire on passe ensemble. Mais je crois que c'est intéressant ce que tu dis, si je peux juste mettre un 20 secondes, c'est parce que c'est aussi pour ça qu'on décide en équipe de quel produit on lance ou quel produit on lance pas, parce que si j'arrive, en tout cas, selon mes certitudes, si j'arrive à table et je dis voici, on lance ça, puis il y a des personnes qui sont contre ou qui trouvent qu'on va dans la mauvaise direction, bien, ils ne vont pas être leur meilleur pour faire ce projet-là. Tandis que si on s'échange et on s'ostine littéralement, j'ai un produit qu'on vient de lancer, la Choco-Crème en collaboration avec Chocolat Favori, ça fait 2 ans que je me battais là, pour faire ce produit-là. Pourquoi l'équipe ne voulait pas? Mais c'est parce que j'avais un prix dans ma tête qu'eux n'étaient pas d'accord et j'avais surtout j'arrivais avec une nouvelle manière de travailler, soit de collaborer avec une autre entreprise pour lancer des produits, quand nous, on lance des produits qu'on invente de toutes pièces. Et je me suis battu là, avec mon équipe parce que j'y croyais, mais il y a très souvent où je suis convaincu d'avoir l'idée du siècle. Et de par le fait que mon équipe sait que je veux être ostiné, puis que je veux qu'on me prouve, qu'on me convainque que mon idée du siècle n'est pas la bonne, ben c'est comme ça que finalement, je crois qu'on fait peu d'erreurs dans nos lancements de produits parce que j'écoute l'équipe, mais je leur demande d'arriver avec des arguments béton parce que moi, ma liste d'arguments, là, elle finit plus. Fait que, tu sais, je trouve que c'est bon de se challenger. Puis trop souvent, les personnes ont peur de leur patron. Ils ont peur pour leur job. Ils ont peur de s'ostiner avec. Tu sais, on s'en va pas chier, là. C'est juste, moi, je suis pas d'accord. Puis ça fait du bien, ça. Puis je crois que c'est peut-être un avantage d'être moitié français, moitié québécois, dans le sens où l'ostination, ça fait partie de mon ADN. Moi, je veux qu'il y ait une jeu de verbal. Je veux qu'on s'ostine avec des points, puis que tu me prends là, la bouche bée, puis là, je suis comme, fuck, t'as gagné, on fait pas ce produit-là. Puis je suis heureux, là.
Ben, on a Decathlon, tu pourrais commenter, Émilie, mais je peux confirmer pour avoir travaillé avec les Français. La première fois que j'ai fait une conférence en France, ils disaient après, bon, comment vous avez trouvé la prestation de M. Berthelet? Quand ils m'ont donné leurs commentaires, je me disais, ils ont détesté ça. T'sais. Finalement, à la fin, ils étaient super contents, mais je ne l'avais pas vu venir, celle-là, parce qu'ils critiquent tout. Ça, c'était sommaire, ça, c'est. Là, mais nous, on a une culture de consensus, puis trop. Parfois, il faut le reconnaître. On a peur de dire non, là. On a peur de dire non, mais on a peur aussi de défier le patron. Puis honnêtement, dans certaines cultures, le terme que tu amènes, je parle de culture d'entreprise, on appelle ça la sécurité psychologique. C'est est-ce que je suis à l'aise de dire que je ne suis pas d'accord avec mon patron, de dire que je trouve ça difficile, de dire que je pense qu'il est dans le champ. Et ça, c'est un prédicteur d'apprentissage, mais d'innovation. Okay? Chez Google, par exemple, c'était le plus grand prédicteur d'innovation. Juste en passant, je me permets, c'est quand même difficile quand on a un nouveau employé, un nouvel employé qui se joint à nous, d'inculquer ça rapidement parce que les gens arrivent de leur parcours puis ils arrivent de d'autres entreprises. En tout cas, pour nous ici, on essaie tellement de le marteler, mais là, au début, on se dit on ne veut pas faire peur au monde, là, de dire on veut vraiment sincèrement t'entendre. Mais on dirait qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'employés qui se disent en tête ah ben ça viendra par en haut, mais c'est tellement confrontant de travailler pour une entreprise que ça fonctionne de l'autre côté aussi, mais c'est tellement, ça fonctionne tellement qu'il faut entre eux. Donc, pour nous, moi, je trouve que c'est le plus difficile, c'est de l'inculquer au début, dans les premiers mois, puis c'est important de le mettre en application très, très rapidement. Et après, c'est tellement payant. Et toi, tu dis inversé, là, ben, tu vois, les entreprises qui ont beaucoup de succès en service à la clientèle ont souvent la pyramide inversée. C'est-à-dire que les gens sur le terrain, ils écoutent nos clients, ils les entendent, puis nous, on est là pour les aider à atteindre leurs objectifs. C'est souvent ce qui revient. Je prends des questions, parce que j'ai des questions qui m'apparaissent dans ma zone de commentaires. La fameuse question du virtuel, tu sais, là, Nicolas l'a abordé un peu tout à l'heure. Tu sais, en distance, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas d'informel. Hey, j'ai vu ton document hier. Je ne te book pas un Teams pour te dire, hey, bravo, au bout de 30 secondes, c'est fini. Tu sais, on book une demi-heure, sinon on perd tout notre temps. Comment vous avez fait cette transition-là? En magasin, il y a une façon, mais est-ce que vous avez eu une stratégie qui est plus, bon, comment on s'assure que ça reste en virtuel? Je vais y aller avec toi, Émilie. Ben, en fait, on a plusieurs moyens de communication qui sont peut-être plus informels. On est chanceux parce que nos gars du IT sont assez efficaces. Je fais de la belle reconnaissance ici. Merci l'équipe des IT de nous avoir supporté tout ce temps-là, dans tous ces changements-là. Mais on utilise, nous, le chat. Puis il y a des fois où j'entends un bon mot sur quelqu'un, puis je lui relais l'information. Je dis, écoute, j'ai entendu parler que tu as travaillé sur ce projet-là super fort. Félicitations, good job, ton nom a été mentionné, je suis super fière de toi. C'est même pas quelqu'un dans mon équipe, là. C'est quelqu'un nowhere dans l'entreprise, mais que j'ai entendu parler. C'est tantôt, Sophie parlait de l'effet miroir. Moi, je parle d'un cercle vertueux. Tu sais, à un moment donné, tu donnes la reconnaissance, les autres vont en donner à d'autres, et ça devient finalement que tu en reçois toi aussi par la bande. Fait que c'est juste de partir ce mouvement-là de reconnaissance. Fait qu'on va le faire par des courriels, on va le faire par le chat. Ça se fait beaucoup aussi de façon informelle, de la félicitation. Ça se fait aussi par des réunions. On a des cafés, nous, à tous les lundis matins. C'est comme notre start-up matin où on dit comment était votre fin de semaine, qu'est-ce qui se passe. On prend un moment pour souligner les bons coups de la semaine aussi. Fait qu'on a réussi à maintenir quand même tout ça, mais évidemment, tout en mode virtuel. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne aussi très bien de ce côté-là. Ouais. Ça me fait réfléchir, la reconnaissance, c'est super important, mais c'est rarement urgent. Fait que ça peut tout le temps disparaître de l'équation parce qu'il n'y a pas un mardi matin que tu te dis on est dans la merde, il n'y a pas eu de reconnaissance. Mais il faut que ça apparaisse. Et il y a des entreprises qui me disent oui, mais on n'a pas le temps. Moi, je leur dis attends un peu, là, book un meeting de 10 minutes, puis on fait un tour de table, les 10 personnes, ton meilleur moment de la semaine. Puis là, quelqu'un dit ben moi, c'est tel client que j'ai réussi à convaincre. Moi, c'est tel projet. Puis en 10 minutes, tout le monde fait hey, wow, c'est le fun. Puis on finit la semaine comme ça. Un lundi matin, puis la fin de semaine de tout le monde, ton meilleur moment de la fin de semaine, bien, je te connais, je te reconnais. Mais 10 minutes, on vaut bien ce 20 minutes-là. Mais c'est vrai qu'il faut avoir plus de discipline parce qu'avant, ça pouvait arriver informellement. Là, ben, amusons-nous, mettons-la à l'heure du jour. Vas-y, Nicolas. Mais c'est fou comment le monde dit ils n'ont pas le temps. Mais moi, je vais sortir une anecdote. Puis là, bon, c'est parce que je l'ai vécu que je la sors. Mais à un moment donné, il y avait une de mes employés qui avait fait un bon coup. Écoute, je me rappelle même plus c'est quoi. J'avais texté le soir, bravo, superbe événement. Je me rappelle même plus c'était quoi. Et ça fait 4 ou 5 ans. Et cet employé est encore employé chez nous. Et il y a 3-4 mois, en plein été, on parlait d'un truc et puis elle m'a envoyé la capture d'écran. Elle avait pris en capture d'écran mon message texte de 18 lettres. Et puis, j'ai dit, c'est donc bien drôle de te garder ça. Elle dit, mais tu comprends même pas à quel point ça m'avait comme déboussolé que mon patron me texte et me dise bravo. Ça a pris
14 secondes, 14... Assis sur ton sofa là, en mangeant un Big Mac, tu peux le faire. Là. Fait que, tu sais, le monde qui dit qu'ils n'ont pas le temps de dire bravo, merci, un thumbs up, là, franchement, ils cherchent des excuses pour ne pas le faire. Ouais, Il y a le temps aussi, puis il y a de l'intégrer, je pense, dans les modes de management, ou déjà des événements qui sont là, puis de juste booker le... Faites pour ça, oui. Ouais, exactement, de prendre le 5 minutes pour dire, écoute, c'est qui l'étoile du match? Et nous autres, tout est relié au sport, là, on a des étoiles du match, puis on a des choses comme ça, mais juste de les intégrer à des principes de gestion qui existent déjà, fait en sorte que les gens, ne l'oublient pas, puis l'intègrent aussi, puis éventuellement, ça va devenir naturel. Fait que ça a été notre premier pas pour le rendre plus concret, je dirais. Tu sais, puis c'est peu de temps, mais tu sais, à ma conférence au début, quand je présentais le déchiquetage et tout ça, là, mais ça prend peu de temps reconnaître, mais c'est parce que les gens pensent à des programmes, puis mettent en place, puis tout ça. Non, c'est des petites choses qui font une bonne différence. Tu sais, quand quelqu'un vous réécrit à la fin de la journée « Hey, merci pour hier », tu dis « OK, il sait que Sophie tantôt disait « I see you ». Ben, je te vois. On a besoin de savoir qu'on a été vu. Puis en plus, tu sais, on se déplace. Moi, une chose que je me suis acheté qui a changé ma vie, c'est un casque d'écoute quand je suis en voiture. Et tu fais 30 minutes de route, tu as le temps de reconnaître puis d'appeler 2 ou 3 employés pour un petit mot de 5 minutes. Tu sais. Facile. Vas-y, Nicolas. Non, j'ai dit facile. Moi, je suis plugué en permanence à faire des appels puis juste à remercier ton monde. Tu sais. Moi, je martèle depuis, ça fait 5-6 ans que j'écris dans les affaires. Je martèle le fait que les nouveaux entrepreneurs doivent bâtir des entreprises humaines, que j'appelle. Et une entreprise humaine, ben, elle peut avoir de la peine, elle peut pleurer, c'est exactement comme tu fais avec tes enfants, mais tu dois le faire avec ton entreprise. Donc, tu les félicites quand ils font un bon coup, tu les reprimandes d'une certaine manière quand ils font un mauvais coup, tu es fier d'eux, tu peux être fâché, tu peux être stressé, il faut qu'on ramène l'humain dans l'entreprise. Puis ça, je suis content que le télétravail est arrivé parce que pendant 25 ans, on nous a... J'allais dire un mot, merdé, désolé. Avec la technologie comme quoi que ça a révolutionné notre vie, puis on remarque que, ben, finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'être un humain en face de l'autre, puis de faire la bise à quelqu'un que je connais pas, ça me manque. Pas normal, là, tu sais. Fait que tout ça pour vous dire que, ouais, il faut remettre l'humain à l'intérieur de notre méthode de gestion, puis des sentiments, c'est bien correct en affaires. Je parle des programmes aussi, Jean-François. On a des programmes nationaux, là, des primes pour reconnaître, des rabais sur des boîtes repas, ce genre de choses-là, mais la reconnaissance la plus efficace, elle est personnalisée puis elle est sincère. Ouais. Pour qu'elle soit personnalisée, il faut connaître la personne devant nous. Tu sais, je peux reconnaître quelqu'un devant un groupe, ça va la gêner au bout, c'est pas du tout son mode de reconnaissance préféré. Puis il y a une autre personne qui va driver là-dessus. Écoute, tu viens de lui donner de l'énergie pour 2 semaines. Fait que c'est important de personnaliser la reconnaissance qu'on a. Il va y avoir, je pense, un trigger, un élément déclencheur avec les programmes nationaux, mais en même temps, ce n'est pas les RH qui font vivre la reconnaissance. C'est les gens entre eux qui sont connectés, qui se connaissent, puis qui savent aussi quel mode de reconnaissance va être efficace pour chaque personne. C'est un bon exemple, tu sais, Decathlon, là, parce qu'on voit des modes, là, d'ailleurs en France, les Chief Happiness Officers, les chefs du bonheur au travail. Puis là, les gens me demandent mon opinion là-dessus. Je dis, ben, c'est correct d'avoir un chef du bonheur, mais c'est pas lui. C'est pas parce qu'il se promène avec des balles puis il jongle. Là. Mais à la limite, c'est la cerise sur le Sunday. C'est le fun. En plus, on a des parties, on a des tables de ping-pong, mais c'est pas ça. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. C'est beaucoup plus. Mais c'est dangereux. Ben oui, désolé, c'est juste ça. Ça me passionne, là. Ça me passionne, désolé. C'est dangereux parce que là tu es comme, ben, c'est parfait. C'est comme le policier. Bon, ben, la sécurité est faite, il y a un policier. Fait que le bonheur, il y a le clown là, de service qui envoie des bisous au monde. Non. Tout le monde doit. Être reconnaissant, c'est pas une histoire de patron, c'est une histoire d'ADN d'entreprise. Puis la personne qui lave les planchers, ben, il faut que, disons, le technicien comptable lui dise « Hey, merci, man, mon bureau était nickel. » C'est la responsabilité de tout le monde. Là. Sinon, on devient des pom-pom girls, là, justement. Là, tu sais. Oui, c'est un des risques. Puis, tu sais, une chose, Nicolas dit, il faut ramener l'humain dans l'entreprise. Puis il a raison. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est un peu décourageant quand on se dit comment ça, il était parti, tu sais. Mais il faut savoir que oui, il faut vraiment se le dire. Puis là, je vais parler de, tu sais, on est dans des écoles de gestion, nous autres. L'homme tel que vu par les écoles de gestion puis par les gens qui ont été formés, c'est l'homo economicus. Hein? L'homo economicus, c'est quelqu'un qui est toujours intéressé, c'est-à-dire qu'il n'est pas désintéressé, puis il se dit, ça me rapporte quoi cet échange-là? Puis il veut maximiser ses gains et ses intérêts. Puis si tu ne lui donnes pas un incitatif, il va dormir. C'est ça la vision qu'on a amenée dans le monde des entreprises. Puis là, on commence à redécouvrir, ah oui, respecter le monde, c'était pas fou. Puis reconnaître quelqu'un, puis les écouter, puis tout ça. Pas les exploiter. Oui, mais c'est comme parti en chemin. Mais tu sais, qui a inventé le management? Là, c'était des économistes.
Puis là, on a comme. Puis peut-être que dans des usines, il y a 400 ans, c'était moins grave parce que si tu n'étais pas reconnu, c'était triste, mais tu étais obligé de taper sur le clou là, quand même. Il y avait une chaîne de montage. Mais comme on est dans une industrie, notamment dans le service à la clientèle où c'est dans l'émotion, tu ne peux pas faker des émotions. Donc, vous êtes tous passionnés, ça paraît là, quand vous nous parlez. Écoute, je ne veux pas toujours parler, là, je vous laisse, là, mais moi, ça me rend fou quand je vois des trucs. Je ne comprends pas, moi, les gestionnaires qui ne comprennent pas à quel point. Tu sais, on dit en anglais happy wife, happy life. Ben, happy colleagues, happy life aussi, là. Tu sais, c'est qui veut travailler avec du monde bête puis du monde qui ne veulent pas qu'on. Tu sais, peut-être parce que j'ai fait sport-études, mais moi, c'est en équipe, là. Tu gagnes en équipe, tu perds en équipe, tu pleures en équipe, tu fais tout en équipe, là, tu sais. Moi, c'est surtout la gestion des cadres. On dirait qu'il y a tellement de monde qui reste dans les cadres parce que c'est comme ça que c'est fait. Nous, on dirait qu'on est des professionnels on revoit le cadre. Le cadre était rectangulaire, il est rendu triangle demain matin. Comme Émilie disait tantôt, je trouvais ça cool, l'histoire du 70% du travail, exemple, dans son lieu de travail. Nous aussi, on fait ça, mais de façon tellement informelle. En fait, j'ai pas de programme pour ça, mais si on voit qu'on a un employé qui a une force quelconque, exemple, je pense à ma gérante du Carrefour Laval, Marie-Claude, qui est hyper performante dans sa boutique va très bien. Puis là, on avait une crainte, veut pas, elle a comme des petits défis de vouloir faire autre chose qu'on comprend puis qu'on veut maximiser. Mais il y a toujours est-ce que la boutique va moins bien aller si elle est moins présente? Mais non, on fait confiance. Puis elle fait maintenant partie de l'équipe du bureau chef ici, puis elle s'occupe des présentations visuelles, mais elle maintient son rôle de gérante aussi au Carrefour. Donc, pour ça, c'est une reconnaissance parce qu'elle arrive ici puis elle est emballée, puis elle garde son lien avec son équipe, mais en plus, elle peut faire d'autres tâches. Donc, il n'y avait pas de façon de faire, puis ça. En tout cas, c'est juste d'essayer de casser les moules un peu, puis essayer d'être créatif, puis de s'asseoir avec l'employé. Puis qu'est-ce que tu veux, toi? Bien, parfait, mais on va essayer dans toutes les mesures du possible, mais soyons créatifs. On est tanné que les gens ne soient pas créatifs en affaires, mais il faut l'être pas juste dans les idées produits, puis qu'est-ce qu'on lance, là, il faut l'être aussi dans nos façons de faire. C'est tellement vrai. Oh, vas-y, Émilie. En fait, j'allais. Une question peut-être at large, peu importe, mais je me demande aussi si ça ne peut pas être générationnel, tu sais. On ne veut plus perdre notre vie à la gagner aussi. On n'est pas là pour s'emmerder, comme dirait Nicolas, au travail, de dire je viens puncher le matin, je repars le soir, puis je vis en dehors du travail. On veut avoir une vie aussi humaine au travail, s'accomplir. On veut être vivant, finalement, se sentir vivant même au travail. Puis pour moi, ça passe par la reconnaissance de c'est un être humain avec des émotions, puis viens contribuer avec nous à notre organisation. Puis la reconnaissance nécessite une flexibilité de la part de l'entreprise. Et cette flexibilité-là, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont été bâties de cette manière-là. On a beaucoup bâti au fil des années des entreprises qui est extrêmement rigides, extrêmement strictes, extrêmement hiérarchiques. Et je crois énormément au style de gestion inspiré du militaire, cependant, en mettant de l'avant des règles non sévères, comme disons cet univers-là, mais le fait de réaliser qu'une très grande partie de notre vie va être passée au travail, donc notre vie, c'est aussi le travail. Et je crois l'être humain va toujours d'un extrême à l'autre. Et en voulant en sortant de la révolution tranquille et en voulant devenir un peu maître de notre propre destinée, on s'est donné une définition qu'on avait notre vie et on avait le travail. Et le travail ne va pas définir qui je suis. Puis le travail, c'est pas... Non, mais attention, là. Le travail, lorsqu'il est choisi, lorsqu'il est voulu, lorsque tu es heureux, lorsque tu es reconnu, lorsque tu es bien autant financièrement que santé mentale et physique au travail, c'est important. Ben, c'est ta vie, puis tu es heureux. Et puis moi, j'entends très souvent des personnes ici qui viennent puis qui disent ben, moi, je travaille pas. Moi, ça fait partie de ma vie, Pure Vodka ou Romeo Gin, puis j'aime ça. Et puis là, je suis un propriétaire d'entreprise, mais je travaille donc dans ma propre entreprise, mais moi, j'aime travailler. Ça fait partie de ma vie, le travail, c'est important pour moi. Puis c'est des valeurs que je donne à mes enfants, qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on a, surtout mes enfants, en faisant rien. Il faut travailler, mais il faut que tu aimes le travail. Il faut que ça te motive, il faut que ça te challenge, il faut que tu rentres et que tu sois fier de tes coéquipiers puis de tes coéquipières. Donc, je crois aussi qu'en remettant l'humain dans l'entreprise, il faut remettre le travail dans la vie. Pas deux choses différentes.
C'est une belle conclusion. Moi, je pense que j'arrêterai quasiment là parce qu'il faut remettre le travail dans la vie, tu sais. Puis effectivement, on l'a mis à côté parce que souvent, la gouvernance des entreprises qui n'était pas reconnaissante nous disait, bien ici, je vends mon âme à l'entreprise, mais je ne veux pas la vendre, je fais ce que j'ai à faire, puis je quitte après. Mais vous voyez les 3 entreprises que vous gérez, bien, si l'entreprise va bien, ils sont fiers. On en parle au nous. D'ailleurs, je suis certain que les gens disent nous à Maison Lavande, nous chez Decathlon, nous, j'ai peur vodka. Ils ne se disent pas eux autres, les boss, hein. Et donc, ce sentiment-là de communauté, là, il va toujours être très, très fort dans les entreprises qui ont des hauts taux de reconnaissance. Tu sais. Je sais que le temps file. Fait que moi, je vous propose une conclusion pour ce soir. Donc, on s'achète une petite crème pour la peau, on se met un beau petit kit Décathlon, puis on sauve une bouteille de vodka, puis on célèbre une nouvelle ère politique peut-être. Et donc, merci à vous autres de votre générosité. Ce n'est pas un hasard. Les gens qu'on reçoit pour parler de reconnaissance, puis je parle à Sophie Brochu en même temps, d'habitude, c'est du monde qu'on a le goût d'écouter. Puis ça, je pense que c'est une leçon en soi. La reconnaissance, ce n'est pas une chose qu'on fait, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une technique. Vous êtes reconnaissant. Puis c'est ça qu'on voit de vous autres. Donc, merci beaucoup à vous, Nicolas, Émilie et Caroline. Je savais qu'on aurait du fun à discuter ensemble. J'espère que notre public a apprécié, mais merci encore une fois. Et je redonne la parole à Manuel pour le mot de la fin. Merci beaucoup, les panélistes. Merci, Émilie, Caroline, Nicolas. Dans le fond, vous étiez en feu. Merci de votre grande générosité. Vraiment, j'ai ri, j'ai pris des bonnes idées, honnêtement, vous étiez tout feu, tout flamme. Bravo aussi à Jean-François, belle animation, beaucoup d'humour aussi. Donc, merci infiniment de votre belle générosité. Ce que je comprends, c'est que la dimension humaine est combien importante. Puis un peu comme le titre de la conférence de Jean-François Berthelet, la reconnaissance, dans le fond, c'est une philosophie, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas des programmes tout canés. Et donc, voilà. Donc, on a passé vraiment un très, très bon moment. Donc, tout thumbs up. Puis, je vois les commentaires, là, les gens sont ravis dans le fond, par votre contribution. Donc, vraiment, ça fait un plaisir de vous écouter. Merci infiniment.